Vous vous souvenez, la semaine dernière, un élève avait été arrêté en classe. Eh bien, cette fois, ça s'est passé différemment. 2 lycéens interpellés donc à La Roche-sur-Yon, vous venez de le dire. Ils sont soupçonnés de harcèlement et de violence sur une élève plus jeune dans leur établissement. Et les élèves de première âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés par la police dans le bureau du proviseur. Écoutez ce témoignage. Tu y vas si tu veux. Il était 9h et du coup, il y a une surveillante qui est venue chercher un élève de notre classe. Et elle lui a dit de prendre toutes ses affaires et il est parti. Il n'est jamais revenu de la journée. Enfin voilà, tout le monde s'est posé la question. Parce que c'est pas un élève, il est discret, donc je sais pas du tout. Enfin, c'est un camarade, je lui ai déjà parlé plusieurs fois, enfin même je suis amie avec lui un petit peu. Enfin, un camarade quoi, mais on sait pas du tout ce qui s'est passé. Il est très très gentil, vraiment, il est très gentil, très bien élevé. Il est discret, je pense pas que. Enfin, je sais pas du tout s'il s'est passé quelque chose avec lui, mais j'aurais jamais pensé. Dans le bureau du proviseur, c'était la volonté exprimée par Soisig la semaine dernière. Pascal, vous défendiez l'idée de l'interpellation dans la classe. Elle ne me choque pas. Voilà. C'est quand même la meilleure solution. Mais que ce soit fait dans le bureau du proviseur, c'est très bien. Moi, je défendais la perspective pédagogique. Au moins, les autres le voient. Vous voyez, ça se fait pas à huis clos. Là, ils savent que la personne qui témoigne sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça ne me dérange pas non plus. Mais je veux dire, je n'étais pas choqué par l'interpellation dans la classe. Je voudrais vous montrer, donc ce matin dans Libération, interview du patron de la FCPE, Grégoire Ancel, et je voudrais rebondir sur ce que l'on vient d'entendre, le témoignage de cette jeune lycéenne. Dans cet entretien, il y a pas mal de choses intéressantes, je trouve, et notamment l'idée que les enfants ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train, je cite, de générer un phénomène de groupe qui va basculer. Façon de dire qu'un enfant, dans un système, peut ne pas comprendre qu'il est en train de harceler. Et cette jeune femme disait à l'instant, mais il était très sympa ce garçon, très discret. Mais quand on est un enfant, on veut faire partie du groupe. C'est ça le principe même d'un adolescent. Il veut être sur le bon réseau social, il veut aller au bon endroit et il veut mettre les vêtements que les autres portent. C'est le principe même d'un adolescent, c'est ça. Et donc effectivement, il y a des phénomènes de groupe contre lesquels il faut lutter, mais qui font qu'on se rend pas, il est tout à fait plausible. Alors après, ça dépend aussi des cas, hein, parce que quand on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, avec lequel vous opposez dans la mode d'intervention et pas dans le fait d'intervenir, hein, je précise bien. Là, il y avait des menaces de mort, encouragement, suicide, etc. Terrible. Alors, nous sommes en direct avec Nathan Smadja. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous-même, vous avez été victime de harcèlement. Nathan, vous êtes fondateur de l'association Résiste. Je vous soumets un autre extrait de cet entretien du patron de la FCPE, donc c'est la Fédération des parents d'élèves, hein, Nathan. Il dit c'est un tabou d'imaginer son enfant harceleur. Et je voudrais savoir quelle est votre vision sur ce sujet. C'est-à-dire que les parents de harceleurs ont du mal à admettre que leur petit garçon, leur petite fille peut participer de ce phénomène insupportable. C'est une réalité. Aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a 1 million d'élèves qui sont harcelés, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 millions d'élèves harceleurs. On agit généralement en bande, donc il y a une forme d'omerta qui avait déjà à l'Éducation nationale sur le sujet du harcèlement. Chez les parents, elle existe aussi, parce qu'on s'imagine pas que son enfant peut avoir des mots terribles derrière son petit écran sur son smartphone, ou même dans la cour de récréation. Donc oui, c'est un vrai problème. On en a pu en discuter avec Gabriel Attal quand on s'est rencontrés il y a maintenant 2 semaines. On verra bien ce qu'il en sera tout à l'heure lors de l'annonce du plan du harcèlement à l'école, mais c'est un vrai problème auquel il faut s'attaquer sérieusement. On peut pas laisser des parents à l'abandon face à un système scolaire qui ne permet pas, en tout cas, d'agir seul face à ce fléau. Ni abandon, ni déni. C'est-à-dire que, non, il faut parler clairement aux parents. Votre enfant, tel est le cas, harcèle, il se comporte mal, il doit être puni. Enfin, le rôle de l'administration ou de l'État dans cette affaire, c'est de protéger les faibles. Or, malheureusement, l'omerta telle que vous la décrivez, qui plus est avec des moyens numériques, avec les réseaux sociaux, elle donne un avantage au harceleur, au bourreau contre la victime. Et donc il y a une espèce de devoir de rattrapage de l'administration, c'est-à-dire qu'il faut être hyper vigilant. Alors, il y a un élément très important, et vous l'avez mentionné, Soisig. Il y a une forme de MeToo, je ne sais pas si c'est correct de le dire comme ça, mais de MeToo du harcèlement scolaire qui est en train de se mettre en place. On va vous montrer quelques illustrations de messages qui commencent à fleurir sur les réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes, alors évidemment, il faut toujours prendre ça avec mesure, mais de plus en plus de jeunes témoignent de ce qu'ils vivent. Vous voyez Victor qui dit il y a 15 ans, sans l'intervention de mes parents, je serais mort. Patrick, j'ai redoublé ma 3e en torpillant mon travail parce que je
ne voulais pas suivre en seconde le groupe de mecs qui me harcelaient. Et finalement, ça c'est incroyable. Mais ces messages font écho à une situation que beaucoup ont traversée. Mais Jean-Baptiste, est-ce qu'on ne peut pas considérer positivement les choses en se disant ce sera un progrès ? Il y a eu la même démarche avec les femmes. C'est-à-dire qu'on a pendant longtemps ignoré le fait qu'il y avait une domination de genre dans les entreprises, les administrations, etc. Et des pratiques qui étaient inacceptables de certains hommes en direction de certaines femmes. Il y a eu MeToo. Bon, ça s'est révélé. Et on a changé. Ouais. La psychologie collective a changé. On s'est rendu compte. Vous voyez, collectivement. Là, est-ce que finalement, c'est pas une espèce de catharsis ? On est en train de se dire, bah oui, ça se passe dans nos lycées, nos collèges. Nos enfants sont parfois des salauds. C'est-à-dire que nos enfants sont parfois cruels et il faut qu'on l'accepte. Mais ce que je trouve intéressant, et vous le releviez d'ailleurs dans ce tweet, dans le deuxième tweet, c'est le fait, dans le deuxième, oui c'est ça le deuxième, c'est le fait que la personne explique les conséquences que ça a eu. C'est-à-dire le fait de dire, bah finalement, je reste en troisième, vous imaginez, donc c'est quelqu'un qui redouble, selon ce qu'il déclare en tout cas, après il y a peut-être d'autres facteurs, mais pour ne pas suivre ces harceleurs, pour être séparés, c'est-à-dire que les enfants cherchent des solutions. Non, ce qui me frappe, c'est, on en a parlé déjà hier ou avant-hier, je crois, c'était cette idée que en France, en tout cas, par rapport à d'autres pays européens ou même par rapport aux États-Unis, il y a quand même une conception de l'éducation où on ne prend pas en compte plusieurs choses. Un, donner aux enfants la confiance en soi. Globalement, les enseignants considèrent que ça n'est pas leur travail. Et si l'enfant n'a pas d'activité collective, genre sport, apprentissage musical ou d'être dans un groupe, activité de groupe, etc., associative, ça ne fonctionnera pas. Et il aura un handicap à un moment ou à un autre de son développement psychologique, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Deux, on a un défaut en France, c'est de considérer que c'est à l'enfant de s'en sortir tout seul. Et d'où c'est ce qu'on est en train de mettre en place, et ce qui va se mettre en place d'ailleurs, mais avec énormément de retard par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire pas seulement la bienveillance, essayer de faire en sorte que les autres élèves soient bienveillants vis-à-vis de celui qui est opprimé ou agressé, mais surtout avoir des activités de prise en charge de l'autre, de celui qui est plus faible, de celui qui est moins fort, de celui qui a plus de difficultés. Ça s'appelle le tutorat, quand ce sont vraiment des grands et des tout petits, mais ça peut exister aussi entre élèves d'une même classe. Ça, si ça peut se mettre en place en France, j'imagine que ça se fera d'abord de façon expérimentale, c'est bien. Mais vous voyez, on a vécu en France comme si on avait le meilleur système d'enseignement, ce qui n'est pas totalement faux globalement, même si dans certaines matières, et notamment dans les maths ou dans les sciences, on a du retard par rapport à d'autres pays, mais tout ce qui concerne le développement personnel, eh bien là, on est très très en retard. Mais d'ailleurs, les choses ont été faites à l'envers, parce que quand vous regardez dans Parcoursup, donc qui sanctionne la fin de la terminale, on demande aux enfants d'avoir participé dans des associations. Oui. Et en fait, personne n'a dit aux enfants avant qu'ils pouvaient s'engager contre le harcèlement, etc. Donc les choses sont faites à l'envers. Alors, symbole, pour le coup très puissant de cette libération de la parole, ça s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Virginie Lanlot est élue de la majorité, elle est députée. Elle se lève pour interroger le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Gabriel Attal. On va regarder ensemble ce moment qui a vraiment marqué les esprits hier, parce que la personne dont elle parle, et elle va finir par l'expliquer, c'est elle-même. Écoutez. Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Je voudrais vous lire aussi ces mots d'enfant qui l'expriment si bien. Le harcèlement, c'est comme l'uranium, ça brûle de l'intérieur. Le harcèlement, ça commence par une étincelle, ça finit par un incendie. Maman, ce n'est pas pour rire que j'ai voulu mourir. Marion, 13 ans. Evaël, 11 ans. Dina, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. Lindsay, 13 ans. Nicolas, 15 ans. Ces noms, ce sont ceux d'enfants enlevés à leurs parents. Ce sont ceux d'élèves enlevés à leurs enseignants. Ce
ce sont ceux de jeunes enlevés à leur pays. C'est un moment très très fort qui a eu lieu hier dans l'Assemblée nationale, évidemment. Alors, je précise que Madame Lanlot sera notre invitée tout à l'heure à 7h20. Nathan Smadja, vous êtes toujours avec nous. Ce moment-là participe sans doute de la libération de la parole. Je voudrais savoir comment est-ce que vous l'avez accueilli. J'en ai eu les frissons parce que on est enfin soulagé. Moi, je parle en tant que victime, ancienne victime, en tant que fondateur d'une association aujourd'hui qui lutte contre le harcèlement, mais enfin on nous entend et enfin on nous écoute. Vous savez, quand j'étais harcelé en 6e, j'ai aussi pensé au suicide pendant plusieurs mois, et personne n'écoutait et personne m'entendait. Et j'étais seul face à une cour de récréation qui voulait qu'une seule chose, c'était ma mort. Donc enfin on en parle et enfin on se saisit du sujet. Lutter contre le harcèlement, ça demande du courage et de la volonté politique. C'était pas forcément le cas des prédécesseurs, mais j'ai l'impression que Gabriel Attal a envie, et plutôt de manière personnelle, de s'en saisir personnellement, mais de faire bouger les lignes, et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a l'émotion, il faut toujours s'en méfier en politique, Soisig, parce qu'elle n'est pas la meilleure conseillère. Mais là, manifestement, elle est un carburant parce que le pays entier semble ouvrir les yeux sur un phénomène, mais j'allais dire vieux comme l'école. Oui, c'est pas récent du tout comme phénomène. Alors c'est vrai que y a eu beaucoup d'émotions hier à l'Assemblée. C'est assez nouveau, ça. En revanche, c'est-à-dire le fait que les députés, c'est arrivé dans d'autres circonstances, enfants placés, etc. Depuis 2017 d'ailleurs, beaucoup, que des députés mettent en avant leur cas personnel, parce que c'est l'idée de dire on est aussi une chambre de résonance de la société civile. On n'est pas déconnecté et donc on fait passer ce genre de messages qui peuvent permettre de changer les choses. Alors, effectivement, sur le harcèlement, je pense qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose. On l'a beaucoup dit à d'autres périodes, mais la manière dont les choses sont en train de se passer, il faut quoi? Il faut une volonté politique, il faut qu'il y ait quelque chose, que c'est un écho dans la société, et ensuite, le troisième aspect, c'est arrivé via les réseaux sociaux. C'est la même chose que pour MeToo. Donc, ces trois choses-là sont en train de se mettre en œuvre. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de déception. C'est-à-dire qu'on va avoir des cas qui ne seront pas résolus, on va continuer à égrener ces cas, l'administration ne va pas se mettre au garde à vous dans la seconde. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller dans les mois qui viennent, mais en tout cas oui, on a un moment important. C'est compliqué parce que d'abord il y a des dispositions générales à prendre. Il y a la prise de conscience de la société. Je crois que c'est fait aujourd'hui, et on s'aperçoit, le chiffre que donne Monsieur Smadja là, je le trouve très spectaculaire. 2 millions de personnes qui auraient été, c'est ça, 2 millions de personnes qui sont harcelées. 1 million, donc M. Smadja faisait une projection en disant 2 millions, 2 ou 3 millions de harceleurs. C'est ça que ça veut dire, en réalité. Vous vous rendez compte, c'est plus tout à fait quand même un phénomène marginal quand on compare au nombre d'élèves scolarisés. 10 millions. Oui, ça représente 10%, vous vous rendez compte? Non, mais ça veut dire qu'un tiers des se comportent mal et 10% sont des victimes. Et qu'est-ce qui a fait défaut dans cette affaire-là? C'est notamment la cécité des parents, probablement, mais aussi l'indifférence de l'administration, c'est-à-dire l'incapacité de l'administration à lutter autrement que par circulaire face à un phénomène qui exige au contraire une action humaine. En 10 secondes, François. Non, ce que je veux dire, c'est que le harcèlement, c'est évidemment la cause importante pour les enfants. Mais si on ne prend pas garde, c'est aussi évidemment une cause nationale pour les femmes, pour les personnes victimes de discrimination, et au total aussi, la politique en règle générale. Quand vous voyez un certain nombre de grands leaders politiques mépriser physiquement leurs adversaires politiques, avec une forme d'incivilité à la Donald Trump, vous voyez ce que ça peut donner aussi pour l'émancipation d'une classe politique digne de ce nom.